Salam alaikum, Azul, bonsoir. Et si nous faisions un état des lieux, aussi fugace soit-il, non pas un constat exhaustif qui puisse tout embrasser, tout pénétrer, puisque nous n'en avons pas les moyens pour cette modeste émission, mais juste observer une pause pour regarder un peu notre propre être collectif dans le rétroviseur de l'histoire. Dans le même temps que nous regardons droit devant nous vers demain. Et c'est ainsi que nous pourrons vivre l'instant présent, libre et tranquille. Voici un pays, l'Algérie, qui aurait pu être une nation forte, prospère, apaisée, juste, où il fait bon vivre, qui rayonne de paix et de bienveillance pour ses voisins, avec lesquels l'échange est un ciment humain, un ciment culturel. Nous avions tout pour ça. Un pays très vaste, le plus grand du continent, qui regorge de richesses, dont le climat parfois très rude peut être néanmoins modéré par les moyens que permettent les nombreuses ressources. Un pays riche, beau et contrasté, une bénédiction. Un pays aux multiples potentiels, dont le non moindre est sa jeunesse, et qui jusque-là a été négligée, poussée à l'exil, poussée au suicide, puisque la vision des détenteurs du pouvoir est dans un tout autre prisme. Un pays où s'est malheureusement produit un sinistre exploit, où la régression est phénoménale, malgré la présence presque miraculeuse de ressources très abondantes. En 1962, l'Algérie sortait d'une guerre de libération qui allait être le jalon essentiel pour une vraie naissance de l'Algérie moderne, une Algérie combattante qui portait en elle des promesses de justice, de liberté, de partage, d'intégrité, où les valeurs qui avaient porté le mouvement national allaient fonder le socle d'une très belle république, d'une république promise. Dans leur immense majorité, les Algériens manquaient de tout, mais ils étaient imprégnés de sobriété. Et ils n'oubliaient pas l'essentiel, vivre avec ce qu'on avait, mais vivre vraiment, vivre heureux, dans un quotidien peuplé de moments magiques qui illuminaient les masures sombres et les mois étriqués, qui faisaient fuser des rires et des éclats de joie. Je me rappelle de ces réunions familiales de mon enfance, où il n'était pas rare de recevoir très naturellement des amis, des voisins, où le modeste petit plat apprêté avec amour par la maîtresse de maison faisait briller les yeux et se pourlécher les lèvres. Un sentiment flottait. L'ENA, la quiétude des jours, une vie modeste, laborieuse, authentique, qui marchait posément et avec mesure vers une nouvelle société moderne et qui tirerait sa force de ses racines. En 1962, alors que nous sortions du colonialisme, le peu qui existait était aux normes de la France, de la métropole, comme on disait alors. Ce que la France avait réalisé en Algérie était dans une logique coloniale. Le faire d'abord pour les Français et ensuite, dans la mesure des politiques, faire accéder une partie des indigènes à profiter des structures. Il y avait relativement peu d'écoles, mais c'était une vraie école. Et il en était de même pour les routes,
pour les hôpitaux, pour l'administration, pour les chemins de fer et autres secteurs de la vie publique. Et il en était de même pour les jardins, les places publiques, les théâtres. En 1962, il y avait dans le pays plus de 500 salles de cinéma, aux normes de la France, qui diffusaient des films récents. 500 salles de cinéma pour une population qui ne dépassait pas les 10 millions d'habitants. Les attitudes aussi étaient autres, inimaginables pour un jeune d'aujourd'hui. Des fonctionnaires rigoureux, intègres, enthousiastes, fiers de leur travail, qui vivaient de leur traitement, et seulement de leur traitement. Le mot corruption n'avait presque aucun sens, puisque très rare. Mais tout cela ne pouvait s'accommoder avec le système prédateur, et donc corrupteur, qui avait fait main basse sur tout le pays. Chaque jour, la situation se dégradait, petit à petit, qui ne se remarquait même pas, mais qui allait saper, miner, ronger les fondements de la nation et de la vie en société. Puis, quand vint la rente pétrolière, quand elle arriva à flot, quand elle s'est, j'allais dire, quand elle est tombée dans le giron du régime qui ne cherchait qu'à acheter la paix sociale et faire oublier tout ce qu'il était, alors s'est accélérée la débâcle. Non seulement rien n'était vraiment réalisé de façon durable et qui ne soit pas dans le populisme, mais ce qui existait était désormais rasé, de fond en comble. Et plus il y avait d'argent, plus vite s'effondraient les étaiements sociétaux. Ce fut le repli civique, jusqu'au barodage de presque toutes les fenêtres du pays, jusqu'au 15e étage, jusqu'à de petites oasis perdues dans le désert. C'est à cette question qu'il faut répondre. Comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi l'avons-nous laissé faire? La manipulation des masses est-elle à ce point prégnante, au point où de larges catégories de la société en sont arrivées à ne défendre que leurs positions respectives, au point où elles en arrivent à se faire l'allié naturel du prédateur et son rempart? Quand nous aurons répondu à ces questions, pendant cette pause que nous ferons, pour regarder un peu notre propre être collectif dans le rétroviseur de l'histoire, quand nous aurons accepté de parler de nos problèmes et que nous accepterons de nous écouter les uns les autres, alors nous aurons commencé à gravir les marches pour demain. Algérie, une justice à deux vitesses. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Tahar Sisserir, militant politique, hiérarchiste de la diaspora algérienne à Paris, très connu sur la place. Tahar, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci de m'avoir invité, Sylvain. Merci beaucoup. Alors, depuis Alger, nous avons Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci, Sid Jamal. Mes salutations et à tous les invités. Bonne et heureuse année à tous les Algériens qui soient ici في البلاد ou la diaspora aux quatre coins du globe. Salam alaikum. Alaikum salam et merci de nous avoir rappelé de souhaiter nos meilleurs voeux à tous nos téléspectateurs. Pardon de ne pas avoir pensé à le faire plus tôt. إن شاء الله ربي يعطيكم كامل الهنا والخير وسورتو إن شاء الله يمد الخير لهذه البلاد هذه المغبونة وإن شاء الله نقعدوها ونوقفوا على رجليها وتحكم انقلاع إن شاء الله اللي يديها الازدهار والعدالة الحقيقية لكل أولادها. إن شاء الله.
Alors, avec nous, Hsen Moussi, depuis son lointain Canada, économiste, analyste politique, irakiste très connu à Montréal. Hsen Moussi, merci d'être avec nous. Ah ben, merci Jamal, lointain physiquement, très proche de mon pays moralement et racinement, entre guillemets. Bonjour Jamal, bonne année à tous les Algériens et bonjour à nos invités, nos amis Tahar Sisrir et Aïssa Jermoun. Aïssa Rahmoun. Et nous allons être rejoints aussi par Zaki Hannash, militant politique, militant des réseaux sociaux très très connu et qui justement s'occupe très bien et comme il faut avec des moyens très 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 élémentaires de hirakiste. C'est comment on dit, un lanceur d'alerte qui est réellement en train d'alimenter beaucoup de médias qui tirent leurs sources des informations qu'ils donnent. Zaki Hannash, merci d'être avec nous. Barakallahu fik, marhaba bik. Merci à vous de votre invitation. شكرا يعطيكم الصحة على الاستضافة. يعيشك خويا, مرحبا بك. Alors, Tahar Sisrir, d'abord. Voilà, donc, d'une certaine manière, c'est une justice à deux vitesses qui, dans le même temps, pendant qu'elle est en train de faire sortir de prison ses propres membres, même si par ailleurs on va en parler, ce n'est que justice. Parce que pour ce qui est de l'affaire de tribunal militaire, ça veut dire qu'ils auraient pu être accusés d'autres crimes et d'autres délits qu'ils ont commis, mais qu'on s'est bien gardé de leur reprocher. Par contre, pourquoi ils ont été en prison, en fait, c'est un règlement de compte entre eux, sauf que maintenant, et c'est à partir de là qu'on sait que c'est à travers les verdicts de justice qu'on sait que le pouvoir a changé de camp. Et aujourd'hui, on voit que Nesli Dkhlou Nes Hadem, sous prétexte glissant la Isaba, c'est la Isaba qui est en train de sortir, la Isaba d'après les autres, d'après ceux qui étaient les plus forts. Et c'est maintenant les enfants et les alliés et les clients des anciens maîtres qui sont accusés d'être un Isaba, comme les fils de Gaïd Salah, par exemple. Alors, mais à travers ça, ce qui est sûr, c'est que ce régime qui ne profite pas de cette occasion pour relâcher les hirakistes, pour noyer le poisson. Ils ne sont même pas en train de faire ça, mais d'une certaine manière, ils sont en train de nous prouver que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, et je m'arrêterai là pour vous laisser répondre, que le hirak est toujours vivant, à partir du moment où on est en train de mettre ses enfants en prison. Effectivement, nous, c'est à travers ça qu'on arrive à lire ce qu'il y a en fait dans la cuisine interne. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les maîtres du moment ont essayé par tous les moyens de récupérer tous les canards boiteux, de Nzar, qui constituaient en fait les sous-bassements du système. Donc ils essayent de renforcer pour revenir en force et pour laminer le camp adverse. Parce qu'en réalité, ils ont libéré Toufiq, tout simplement parce que lui, aujourd'hui, c'est le plus fort du moment. Ils ont gardé Saïd Bouteflika en prison, tout simplement parce que Toufiq ne lui pardonnera jamais la réunion au Quai d'Orsay avec Gaïd Salah et Sellal. Ils ne veulent pas libérer Djebbar Mahana, tout simplement parce que Djebbar Mahana a accepté de prendre la place de Toufiq. Donc Toufiq ne lui pardonnera jamais. Donc la réalité, il est là. On arrive à faire des petites lectures, mais même si nous, on n'a pas d'éléments à l'intérieur pour nous informer de la réalité, mais à travers en fait des condamnations, la Cour d'État qui après en fait qui autorise un pourvoi devant la cassation, donc montre que Toufiq, c'est le maître du moment, c'est lui qui décide. Il a repris en fait ses forces et il essaie en fait de ramener les 6 éléments comme Nzar qui approche en fait les DAF revient en force. Donc les gens qui ont organisé un coup d'État contre le peuple en 92 et ils reviennent en force. Mais Tahar, quand je dis nous, je veux dire les gens qui sont de cœur avec le Hirak,
pour le changement, pour l'avènement d'un État de droit. Au fond, nous, on s'en fiche un peu parce que c'est fait badam. Ils sont en train de se battre entre eux. Ce sont des guerres intestines à l'intérieur de leur régime. Je suis entièrement Mais d'accord. nous, ce qui nous dérange, c'est que nos enfants, ils les mettent en prison. C'est qu'ils ne les libèrent pas. Ils ne leur trouvent pas même sur un plan purement stratégique, alors que c'est profitable pour eux de profiter de l'occasion pour libérer les enfants du Hirak, ils ne tiennent même pas compte de ça. Si Jamal, on disait ça de Gaïd Salah. Gaïd Salah, quand il était le maître absolu et qui décidait tout, qui mettait en fait les gens en prison, on disait si Gaïd Salah redonnera le pouvoir au peuple, et il va devenir en fait l'héros national. Mais eux, ils ne sont pas dans cette logique, on l'a compris. C'est pour ça, nous, on n'attend rien d'eux. C'est-à-dire les guerres des bandits, ils finissent toujours, en fait, ils vont se poignarder. Voilà, par contre, ils vont protéger en fait, le système qui est en place. Donc, c'est la réalité. Parce qu'il y a certains qui disent, en fait, même au Hirak, il y a des gens qui disaient Gaïd Salah va sauver, va faire ça, en fait, il est en train de mettre en prison certains bandits, donc on va régler le problème. Mais le problème n'est pas là, parce que eux, ils vont s'entretuer pour récupérer le pouvoir, parce que c'est une lutte sans pitié pour garder, pour rester au pouvoir. Par contre, quand ils voient que le peuple s'approche en fait, ou demande ses droits, ou essaie en fait, de créer un rapport de force favorable, là, ils se réorganisent, ils se mettent tous d'accord pour constituer un front contre le peuple. Et ça, c'est la réalité. Donc les gens doivent le comprendre. Ils doivent le comprendre qu'ils doivent maintenant mettre fin à toutes en fait, les propagandes que le pouvoir essayait en fait, de mettre en place pour dire qu'en quoi il y a des gens proches du peuple ou il y a dans la junte militaire. Donc il y a une seule solution. Nous ne pouvons pas changer en fait les choses en Algérie s'il n'y aura pas de dissolution de la police politique, parce que c'est l'un des éléments qui en fait casse toutes les bases en fait, de changement, et nous ne pouvons pas y aller vers un changement si on ne met pas fin à la junte militaire. Parce que la junte militaire, eux, ils ne lâcheront rien. Ils ont un seul objectif, c'est en fait, de garder le pouvoir, de laminer le peuple, de voler. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas en fait, d'autres objectifs. Le développement, l'économie, la santé, les universités, ça ne fait pas partie en fait, de leur calcul. Le seul calcul qu'ils ont, garder le pouvoir, essayer en fait, de récupérer le maximum dans leurs poches et les poches de leur base sociale. Donc, Alors, quelqu'un m'a rapporté qu'une personnalité, entre guillemets, comme on dit, qui essaye de réconcilier les clans les uns avec les autres au sein du régime, de les rabibocher, de les rapprocher. Alors quand il leur fait appel, il leur dit « Ya jma'a, tfahmou, تروح لكم السلطة هكا ويجيو الآخرين يطيشوكم اتحدوا contre الشعب. Par contre, la réalité montre que la plupart, en fait, sur le plan biologique, ils ne pourront pas y aller plus loin parce que Nizar, 85 ans, Toufer, 83 ans, Chingiriha, plus de 75 ans. Donc, ils sont en fin de ressources. Voilà, exactement. Alors, زكي حناشي مرحبا مرة أخرى. الله يسلمك زكي حناش زكي حناش مرحبا بك زكي حناش فوالا زكي. alors واش تقدر تقول لنا qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord sur la situation des détenus d'opinion, et je vous rappelle quelque chose, نذكرك باللي monsieur عمار بالحيمر le président تاع الصحافة تاعهم il a déclaré le 8 septembre 2020 اللقاء il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Algérie. Sur Algérie Echo, en date du 27 décembre 2020, je le cite, comme je l'ai précisé dans un entretien accordé à vos confrères dernièrement, il n'existe pas de prisonniers d'opinion en politique. Et Zaki, يعني على حسابك انت 94 مسجونين على حساب ماتر عيسى رحمون en ce moment qui sont internés.
Est-ce que ce sont des prisonniers d'opinion, des détenus d'opinion ou non? Bon, premièrement, les chiffres 94 parce que il y a des détenus qui ont sorti hier. Il y avait deux détenus, واحد من غليزان ورقاد من شلف, ça veut dire le nombre est diminué, mais quand نشوفوا la courbe, si on voyait la courbe des détenus, c'est augmentant descendant, يعني تلحبت 70 60 ما تعاود تطلع. Il y avait un moment donné, avant janvier 2019, il y avait plus de 150 détenus d'opinion. Après, avec le temps, il y avait, كما يقولوا بالعربية, كاين مراحل عديدة. Le nombre de détenus d'opinion s'en va يطلع ويهبط. Bon, question des détenus d'opinion. C'est quoi un détenu d'opinion? Même يقولوا بالعربية ما معنى تعريف معتقل الرأي. C'est lui qui a posé ses opinions, quoi que ce soit l'opinion اللي عنده. Si on peut pas déclarer nos opinions, ما نقدرش نعطي الافكار تاعي ولا المواقف السياسيه تاعي مهما كانت. هذا هو المعتقل الرأي. المعتقل اللي يمد رايه اللي يزيد سي ديتونو دوبينيون. انا جو با ان افوكا مي الحق حفظت كاع لي زاكيزاسيون كلاسيك حفظناهم. انا كي نتصل بمحامي يقول لي فلان فلان وين نحفظهم بلا ما يكمل على بالي هذه نظاميه. يعني رئيس الجمهوريه نشوف منشورات مشاريع بالمساس بالوحده الوطنيه، نشوف منشورات مشاريع بالمساس بالمصلحه الوطنيه. يونا كيما يقولوا دي زاكيزاسيون كلاسيك ولينا حفظناهم. جو ميم با ان افوكا وليت حفظتهم على بالي بهم، حتى عرفت ميم التوهج les condamnations ديالهم. Celui qui dit c'est pas un détenu d'opinion, mais malheureusement c'est des vrais détenus d'opinion. معتقل رأي بامتياز. Celui qui a été arrêté, accusé à cause d'un statut sur Facebook, c'est quoi ça? واش يكون واحد يعتقل باسكو عطى رأيه ولا عطى. celui qui était arrêté à cause des memes, واش يكون celui qui était arrêté Les memes, justement, à cause des memes. arrêté avec un dessin. Walid Kchida, justement, واش تقدر تقول عليه? Il vient d'être condamné à 3 ans de prison. 3 ans. Et une forte amende. 3 ans de prison. Mais 3 ans de prison ferme, et le procureur avait requis 5 ans de prison. Et bien sûr, il s'est attaqué à l'honneur, la dignité du président. Oui, Tahar? Partagé. C'est pas lui qui a publié directement. Il a partagé. Il a partagé des publications des autres. Enfin, les mêmes, ce sont des dessins qui sont orientés, qui sont manipulés pour devenir politiques. Ouais, et donc, il a attaqué le président, mais aussi l'islam, parce que c'est comme نجيك انا مثلا نقول لك واش من امام هذا الامام اللي يزكي النظام ويقول لك طيعوا السيد الصراخ والكذاب والقتال. هذه سي با ان اتاك كونتر الاسلام. وليد كشيده عطاوه 3 سنين حبس. Bon, à propos de Walid Kchida, pourquoi Walid Kchida? Parce que Walid Kchida, il a ramené une autre méthode ou une autre manière d'exprimer aux gens. Le mime, بالعربية نقولوا التعبير عن الرأي بطريقة بالسخرية, ça veut dire. Même les gens, parce que cette manière a touché beaucoup de jeunes. Mais cette manière aussi, تقدر تلحق un message plus puissant, plus يلحق عند المواطن وعند الشاب بطريقة مباشرة. يعني quand tu fais un message clair et net, même يفهموا المواطن البسيط بطريقة سريعة, sans faire un article ou là, tu vas faire un petit vidéo ou là tu fais une image que le message il hack parfaitement. Et c'est ça qui dérange. C'est pour cela le problème كيما نقول سي با بروبليم. المشكل ولا الاشكاليه اللي دارها لهم وليد كشيده سي كريي ان جروب ميمز. سو جروب ميمز خلى طبقه من الشباب ولا طبقه من المواطنين يتعلموا يديروا لي ميمز. مانتونون وليد كشيده il est en prison. Maintenant وليد كشيده على 3 ans de prison ferme. Mais par contre il y a une grande catégorie de gens راهم يناضلوا وراهم يعبروا عن رأيهم عن طريق لي ميمز. لا سؤال عن الحراك وليد، انا نسالك سؤال من بعد سؤال اختك باش نسرحوك منها شويه. بزاف الناس اللي يقولوا الحراك مات، الحراك حبس، الحراك فشل، ولكن كي نشوفوا هذا العدد المرتفع جدا تاع المسجونين الرأي تسمى حب يقول باللي الحراك ما ماتش مادام النظام مازال خايف منه لهذه الدرجه. شوف اولا قبل كل شيء
افون تو سي كوا لو حراك سافو دير كوا الحراك قبل ما نقولوا الحراك مات ما هو الحراك ذاتا الحراك ماشي غير مسيرات برك وي المسيرات هي تعبر شغل المايون فور ولا النقطه القويه اللي تبين الحراك بالنسبه لي بيرسونيلمون هو وسيله ضغط ضد النظام الاستبدادي يعني توت بريسيون كونتر سو بوفوار سي حراك à mon avis personnel quoi que ce soit avec des publications soit avec des sites soit avec de مسيرات اضرابات les chansons engagées les memes les caricatures توت اوبينيون توت كما يقولوا كاين وسيله ضغط ضد النظام يعتبر كحراك الوسيله الاكبر اللي تبين هي المسيرات مي سي با ماشي غير المسيرات هو الحراك نقول كي تو دوني الدليل اللي عطيت لي اذا قسنا الاعتقالات ولا الايقافات ولا التحقيقات اون فوايي كو بلوس دو 40 ولايه اكثر من 42 ولا 44 ولايه قاست الايقافات والتحقيقات والاستدعاءات صافي كوا كانوا يقولوا باللي الحراك كان غير في الجي والقبيلي مي بصح كي تشوف باركونت كي تشوف الدلائل كي تشوف التحقيقات والاستدعاءات والايقافات والمحاكمات كلها في معظم ولايات الوطن صافي كوا صافي الحراك جا عمره ما مات وي كاينه نقطه برك نهضروا عليها جبولي اونتر بارونتيز برك المسيرات لم تتوقف تم تعليق المسيرات بسبب جائحه كورونا الشعب خاف على روحه والشعب خاف على الوطن ديالو جات جائحه كبيره قال لك حنا الوطن قبل كل شيء سنوقف المسيرات مؤقتا كي تروح جائحه كورونا تما كاينه هضره واحده اخرى الحراك لم يتوقف ولن يتوقف والمسيرات تم تعليقها بسبب جائحه كورونا وفقط زكي حناش لما نشوفوا هذه العداله دو فيتاس الاولاد الحراك يدخلوا ويزيدوا ويقولوا هل من مزيد وجماعه تاع بعضهم اللي كانوا البارح عصابه ولاو هما احرار مظلومين ولاو هما ينعتوا الاخرين بالصبع ويجبدوا في اولاد اللي كانوا يدخلوا فيهم الحبس يوروهم باللي هما العصابه الحقيقيه. واش تخمم انت في هذه العصابه دو فيتاس هذه؟ جي با كومبري لا هذه العداله اللي في نفس الوقت وين تطلق في الجنرالات وفي ولو مظلومين يعني في نفس الوقت تدخل في ولاد الشعب للحبس وتسكتهم وتضغط عليهم وتنزع لهم الحريات نتاعهم واللي يتحرك يتليفوني للقاضي باش يدخلوا للحبس. À mon avis, et sincèrement, ça ne me concerne pas. ما يهمونيش الاعتقالات تاع المسؤولين والمحاكمات والايقافات والاحكام لا تهمنا احنا الهدف تاعنا انا كمواطن جزائري اناضل من اجل عداله مستقله انا كمواطن جزائري اناضل من اجل دوله قانون لا يعلو فوق القانون الا القانون انا كمواطن جزائري اناضل من اجل تاسيس مؤسسات قويه تحمي حقوق ومطالب المواطنين كي نلحقوا نوصلوا لهذا الشيء تم كل مواطن وكل مسؤول سيحاكم بكل عداله دون تمييز ما دام ما وصلناش هذا الشيء لا يهمني ذلك ما يهمني درك هو التغيير الجذري للنظام ما يهمني درك هو اطلاق سراح جميع معتقلي الراي دون استثناء مع اعاده الاعتبار لكل معتقلي الراي السابقين والحاليين وايقاف كل المتابعات القضائيه هذا ما يهمني غير ذلك ما يهمنيش. بارك الله فيك زكي حناش احنا سعداء جدا بالضيافه نتاعك ان شاء الله ترجع للحصه هذه مرحبا بك في كل وقت بقى على خير زكي. ربي يسعدك ميرسي بور l'invitation. ميرسي بوكو بقى على خير. الوغ حسن موسي دوبي الكندا حسن موسي merci d'être avec nous donc encore une fois et votre lecture sur cette vitesse justice à deux vitesses دون زكي حناش حراكيست ولد الشعب في لاباز قال لك حنا ما يهموناش بعضهم ياكلوا بعضهم حنا اللي يهمنا سي حنا ورانا رايحين ويهمنا اولادنا اللي راهم في الحباس مرميين. Encore une fois, bonjour à Jamal, bonjour à tout le monde et à nos invités. Jamal, mon ami, sur votre permission, si vous me permettez en une seconde, je venais d'apprendre une nouvelle quand même qui m'a un petit peu blessé. Il s'agit d'un ami intime qui a ouvert grande ses portes à Ouras TV, qui est en Algérie en ce moment. Il s'appelle Jamal Seddouk, qui venait hier, je crois, de perdre sa maman. Je lui présente
mes condoléances les plus attristées. Il s'appelle Et Jamal. nous lui présentons, nous aussi, nos condoléances les Merci. plus attristées à M. Seddouk. Merci, Rabbi yarham Jamal. al-walda wa sa'ila. Merci beaucoup. Il a toujours dit que Aouras TV est un membre de ma famille. Merci. Merci à lui et toutes nos condoléances. Merci à Jamal. Donc, effectivement, je crois que notre ami Zaki Hamish, c'est ça, il s'appelle Zaki Hamish. Hannash. Hannash. Zaki Hannash, Khoya Jamal, il a résumé la situation en disant peu importe ce qu'ils font au sommet, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous devons faire, nous, le Hirak, le peuple algérien. Mais avant de répondre un petit peu à votre question, combien j'ai apprécié un peu votre introduction, Jamal, Merci. en montrant Merci. un petit peu tout l'honneur de notre pays, sa grandeur, quand vous parlez de grandeur du pays, de sa proximité avec l'Europe, des 7 pays voisins avec lesquels nous partageons des centaines de kilomètres chacun, 7 pays voisins avec lesquels on pourrait travailler et qui pouvaient travailler aussi chez nous. Une longueur, vous avez parlé d'une longueur énormissime de la côte méditerranéenne, vous avez parlé des richesses variées et énormissime aussi. Vous avez parlé d'une histoire honorable de l'Algérie. Vous avez parlé d'une culture diversifiée et riche. J'ai repris ces mots-là. Et surtout, vous avez mis l'accent sur l'élément le plus important, cette jeunesse majoritairement diplômée qui ne demande, mon ami Jamal, qu'à travailler, qu'à développer son pays. Où sommes-nous arrivés? Pourquoi je vous dis que notre ami Zaki Hannash a raison, nous sommes arrivés à barricader, comme vous l'avez si bien dit, à barauder nos maisons en Algérie. 90% des maisons, sans risque de me tromper, à Jamal, 90% de nos maisons en Algérie sont baraudées. Et l'Algérie est baraudée par rapport à l'extérieur, est baraudée par rapport à son peuple. Pourquoi tout cela? La raison, c'est que nous avons un pouvoir qui ne s'occupe que de sa propre caisse, qui ne s'occupe que de ses propres intérêts, qui ne fait que des calculs politiques et politiciens juste pour durer, pour perdurer, périner au sommet, à Hydra, à El Mouradia, et sécuriser sa richesse mal acquise. Voilà ce que nous avons. On a méprisé le peuple, on a méprisé cette jeunesse. Nous les voyons mourir en Méditerranée, Jamal. D'ailleurs, j'avais dit récemment, j'étais l'invité de Salim Serkhan, le sympathique Salim, j'avais dit le pouvoir a intérêt à ouvrir des passerelles en direction des exigences du Hirak s'il veut commencer par apaiser la situation. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, puisque, alors qu'il a créé lui-même la possibilité de le faire, en relâchant les siens, en relâchant de prison ses propres barons et autres clientèles, il aurait pu un peu noyer le poisson par la libération des hirakistes, au moins en commençant par les plus connus. Même ça, il ne l'a pas fait. Au contraire, il est en train de faire juste le contraire, puisqu'il vient de condamner de nouveaux hirakistes à la prison ferme jusqu'à 3 ans de prison, comme c'est le cas pour Walid Kshida, comme c'est le cas aussi de nos hirakistes en grève. Ils sont au 10e jour de grève de la faim. Mohamed Tajadid, Nordin Khimoud, Abdelhaq Ben Rahmani, en grève depuis le 27 décembre. Bah oui, Jamal, j'ai appris ce matin aussi que Tajadid et Khimoun, je crois, sont transférés dans un hôpital. Oui. Il y en a un ou deux parmi eux viennent d'être transférés à l'hôpital dans un état jugé assez grave. Exactement. En tout cas, le pouvoir s'en fiche éperdument, Jamal. J'avais dit s'il avait une intention quelconque d'apaiser ou d'aller dans le sens de développer son pays, de s'en occuper de l'Algérie, ce pouvoir-là, il commencerait d'abord par libérer effectivement ces journalistes d'opinion, ces journalistes et tous ces détenus d'opinion. Il commencerait par faciliter le retour de ces Algériens exilés depuis des dizaines d'années, qui sont sans papier, restés à l'étranger. Jamal, c'est par cela qu'il devrait commencer. Il devrait commencer aussi par laisser les gens rentrer chez eux, qui se trouvent à l'étranger, privés de leur propre famille, qui sont souvent dans des conditions très difficiles. Et ils ont des problèmes pour se nourrir et pour se loger.
marmiyin, alors que personne ne comprend. Moi, j'ai parlé à des amis spécialistes français, et c'est pas normal. Ils peuvent les faire rentrer et les mettre sous quatorzaine. Leur imposer quatorzaine, comme ça se passe un peu partout au monde, 14 jours confinés, et puis on le relâche. Non, eux, ils préfèrent les laisser pourrir. À l'étranger, ils sont des dizaines de milliers. Exact. Et puis Jamal, juste pour ne pas trop vous garder l'antenne, et puis j'avais dit, le troisième élément, c'est d'ouvrir des passerelles en direction des revendications du Hirak. Mais jusque-là, aucun signe d'apaisement n'est observé à l'horizon, Jamal, si ce n'est uniquement ce théâtre de lutte entre clans sur fond de lutte donc, entre clans sur fond de, je dirais moi, sur fond d'une vraie injustice en Algérie. Et restez avec nous, Hassan, je m'excuse de vous couper la parole. Je reviens à vous. Donc, Maître Issa Rahmoun, encore une fois, merci d'être avec nous. Issa Rahmoun, là, je m'adresse aux juristes en même temps qu'aux représentants, aux militants des droits de l'homme. Monsieur Belhimr a fait 2 déclarations, l'une après l'autre, à la presse, où il affirme et où il insiste sur son affirmation qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans ce pays. Pas un seul prisonnier d'opinion. Écoutez, mon ami Jamal, honorable invité, et ceux qui suivent actuellement avec nous l'émission, Subhan مخلق الكوان سبحان اللي يغير الإنسان. أنا j'ai connu Ammar Belhimr personnellement. Et je pense que vos émissions sont très bien suivies par la police politique. Et les rapports sont tout de suite rendus acquis de droit. Ammar Belhimr qui était, lorsqu'il était de notre côté. Vous savez, quand on a déposé un rapport alternatif sur la loi des associations, la loi 06-12, Ammar Belhimr était engagé par 9 associations en tant qu'expert pour nous élaborer avec un groupe de travail un projet alternatif visant à le déposer auprès de la PN qui كنا نيات على كل حال en vue d'être un rapport qui va être discuté par le Parlement, par la sous-commission du Parlement algérien. Il était un fervent militant de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de circulation et de l'élargissement des espaces de la société civile, entend-il. Et سبحان مغير الأحوال اللي خلق الإنسان مساوي. سبحان اللي يغير الإنسان من معارض لمساند. On le retrouve aujourd'hui avec Mohamed Tajaddid, avec Tchida, avec Khaled Drarni, avec Karim Tabou, avec Sirk Darbourga, Rabbi Rahmo, avec Fawil Boumala, avec tant d'activistes, avec tant de militants de la société civile qui se retrouvent dans les geôles du pouvoir algérien. Ces geôles qui étaient l'héritage de la France coloniale et des Turcs. Le Harrach et l'ex-Sarkaji, les Alakoulihal n'existent plus. Vous voyez la 4e forme du colonialisme exercé et avoir un porte-parole, un ancien, un ex-opposant, se dit-il, comme Ammar Belhimr. C'est vraiment une situation kafkaïenne. Mais d'après vous, le juriste, est-ce que les prisonniers que nous considérons comme étant des prisonniers d'opinion, que tous les militants du Hirak considèrent comme étant leurs frères, leurs compagnons de combat qui ont été réprimés par un régime prédateur, est-ce que vous, le juriste, vous considérez que ce sont des prisonniers d'opinion? Et je ne fais pas appel aux hirakistes que vous êtes en même temps, qui ne peut être donc qu'engagé. Non, je fais appel aux juristes objectifs. Est-ce que ce sont des prisonniers d'opinion?
là, le juriste que je suis, je ne peux pas me détacher de mon militantisme réellement. Mais effectivement, tous les détenus d'opinion depuis mars 2019 à nos jours, puis je dirais plus que ça, c'est Jamel, même les procès intentés aux ex-pantins du régime, aux généraux du régime, dans un cadre autoritaire, ils ne peuvent pas échapper à une justice revancharde. Il ne peut pas échapper à une justice sous ordre. Il ne peut pas, il ne peut pas échapper à une justice de téléphone. Que ce soit Toufik, ou la Tartag, ou la Sellal, ou la Karim Tabou, ou la Boumala, ou la Louisa Hnoun, tout le monde. Général Ghederi, par exemple. Ils sont victimes d'une justice aux ordres. Ça veut dire, pour qu'on soit très clair, ça veut dire même si par ailleurs ils ont commis d'autres crimes ou d'autres délits, ils n'ont pas été jugés pour ces crimes et délits. Ils ont été jugés pour des raisons subjectives, soit pour les jeter en pâture à la foule, pour faire oublier. Je vais être clair. Oui. C'est tout fait. Du Barmhanna, Tartag, Atman Tartag, les autres généraux étaient poursuivis pour des crimes de guerre. Voilà. On aurait l'occasion de dire, franchement, clairement, qu'il s'agit d'une justice indépendante qui prend sa revanche sur sa soumission durant les années 90 et 2000. Là, on serait d'accord qu'on est en train de marcher dans la nouvelle République. Absolument. Et que ces gens, ces autres militants qui ont fauté, que Belhimar qualifie de délits de droit commun, doivent répondre devant leurs actes. Mais, en notre cas de figure, ça ne serait que se moquer vraiment de l'intelligence des Algériens. Pour M. Belheimer, si on lui disait, je sais que vous allez être tenté de me dire de lui poser la question à lui, si on lui demandait si les généraux qui viennent d'être libérés et les personnalités civiles aussi, qui avaient été accusés d'atteinte à l'autorité de l'armée, alors que ce sont des civils, si on lui demandait, et ceux-là, est-ce que ce sont des prisonniers d'opinion, d'après vous, qu'est-ce qu'il serait tenté de nous répondre? Il n'aura aucune réponse. Vous savez, quand on est pantin, quand on est larbin d'un régime, quand on est un spin docteur au service du mal, bien sûr, je n'hésite pas à le dire et à plusieurs reprises, je l'exprime publiquement sur mes posts et publications à la fois. Khdam Hazam, c'est un tâcheron. Et puis un tâcheron, il a une tâche et puis salam alaikum. C'est comme tous les anciens ministres qui se sont fait voir par le peuple algérien défiler au poste de responsabilité par vacances du poste. Et par la suite éliminer à n'importe quel moment, n'importe quel virage de l'histoire et d'une recomposition interne du régime, ça va être le même sort que ses prédécesseurs. Alors, je vais venir à vous tout à l'heure avec une question que tout le monde se pose en ce moment. Que deviennent les magistrats contestataires qui s'étaient organisés à un certain moment en Club des 1000, qui appelaient à une séparation des pouvoirs, à une justice indépendante? Que deviennent-ils? Et est-ce que cette revendication très légitime, cette véritable aspiration républicaine, est-ce qu'elle est en devenir ou est-ce qu'elle a été définitivement étouffée? Je reviendrai à vous dans un petit moment. Tahar Sisserir, on va d'abord voir un petit spot sur les portraits de quelques détenus. Nous ne pouvons pas montrer tous les détenus, ils sont trop nombreux malheureusement. Regardons.
Mokhtar Sisrir, il y a eu des centaines de détenus d'opinion, parce qu'ils rentrent, ils sortent, beaucoup passent quelques mois, et puis ils sont libérés, ce qui fait que nous n'avons pas de chiffre global de tous ceux qui ont été détenus, mais il ne fait aucun doute qu'ils sont plusieurs centaines. Et en ce moment, il y en a à peu près 90 qui se trouvent encore en prison, beaucoup dans des conditions très difficiles. Nous avons vu comment, pour ceux d'entre eux qui ont été libérés, qu'ils sortent tous amaigris, très affectés, qu'ils sont tous tombés malades, que leur alimentation, que leur nourriture est détestable. On parle de l'oubia qu'on leur sert avec doute, avec des verres. On parle de conditions très difficiles, des salles archi-combles, des salles de 12 mètres de long sur 4 ou 5 mètres de large, où il y aurait plus de 7 ou 8 dizaines, parfois une centaine de détenus dans un espace aussi restreint. À un point où Rachid Nekez a écrit une lettre au ministre de la Justice, lui proposant de financer de ses propres fonds la nourriture des gens qui sont dans la même prison que lui, pour pouvoir leur permettre de se nourrir à peu près normalement. Des gens dont les familles sont en détresse. Et je passe sur le reste. Hein. C'est très dur. Et pourtant, malgré tout ça, même ces gens jouissent du respect, de la considération, du soutien de tout le monde. Sauf que ce soutien, malheureusement, il n'est pas assez présent, assez fort, assez prégnant, assez, j'allais dire, productif. Pourquoi, à votre avis ? En tout cas, nous, en fait, on connaît la nature du régime. Hein. Le régime ne libère pas les gens qui sont contre lui. Il libère en fait les gens qui vont le renforcer, les gens qui vont l'aider à trouver un consensus, les gens. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant de voir un certain nombre de militants, des vrais militants, des autonomes, qui ne sont pas contrôlés par le DRS et l'armée, hein, donc qui n'appartient pas à la classe sociale du régime. Donc eux, ils libèrent leurs enfants, leurs éléments. D'ailleurs, Nzar a été condamné à 20 ans de prison, plus un mandat d'arrêt international. Condamné à 20 ans de prison par le tribunal militaire, condamné à 20 ans de prison par le tribunal civil, plus un mandat d'arrêt international. Mais il a pu rentrer dans les meilleures conditions, avion présidentiel, et il a été accueilli par 16 généraux qui l'ont accueilli, donc comme un président, comme un chef d'État. Donc ça montre que les éléments du régime, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent assassiner, ils peuvent éliminer en fait des Algériens, ils peuvent même lui qui est responsable en fait du coup d'État de 92 où il y avait en fait plus de 250 000 morts. 40 000 disparus, sans oublier en fait le drame de 88, mais personne ne parle de ça. Tout simplement parce qu'ils se partagent la tâche. Donc eux, ils sont tous responsables de ces crimes. Donc ils essaient de se partager. Pourquoi eux se soutiennent les uns les autres ? Pourquoi leurs médias sont avec eux, leurs relais sociaux, les associations de masse qui sont toujours avec eux, en train de saluer qui on leur demande de saluer. Hein. Hier, ils saluent Gaït Saleh. Aujourd'hui, ils saluent Nzar, Tawfiq. Demain, ils salueront qui on leur dira de saluer. Alors que chez nous, je ne parle pas de désolidarisation, je ne parle pas d'indifférence, mais c'est un peu comme si nous étions déconnectés, qu'on n'est plus concernés alors que nos frères, nos enfants sont en prison. Moi, je l'ai vu sur le terrain, parce qu'il y a des gens qui racontent des choses. Moi, je suis convaincu d'une chose. Si on ne libère pas l'Algérie, eux, ils ne libéreront jamais. Hein. Donc, je me rappelle, c'est une anecdote, hein, on faisait la réunion pour donner un nom à notre collectif. Donc, il y avait plusieurs propositions. Il y avait une proposition Libre Algérie, libérer l'Algérie, libérons l'Algérie. Donc, à un certain moment, les gens, ils disaient en fait, libérons l'Algérie, tout simplement parce que c'est à nous de la libérer. On ne peut pas attendre des généraux criminels ou des agents de toutes les magouilles de nous libérer en fait l'Algérie. Donc, mais nous, on l'a constaté. Il faut dire que personne n'attend qu'ils nous libèrent. Parce qu'il y a des gens qui rêvent que ces généraux ils vont faire des efforts et ils vont faire quelque chose pour nous.
ils ne le feront jamais. Ils rêvent. Donc, ils ont commis en fait des crimes, ils ont fait des choses, ils ont fait en fait des choses horribles, donc ils ne pourront jamais libérer l'Algérie, ni faire des efforts vers nous, ni accepter en fait de négocier avec eux, parce qu'eux ils ne négocient pas. Mais Eux, Tahar, moi je ils suis sûr, éliminent en fait des individus. Tahar, que même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas dans leur nature. Voilà, Même si vous voulez nous libérer ou nous ils ne faire sont du pas bien, négociés, ils ne sont pas acceptés, ils ont toujours raison. Donc si des gens, ils sont butés, ils sont comme ça. Donc on a vécu... Une petite citation, je ne sais plus qui l'a dit, mais je crois que ça a été dit sur le cardinal de Richelieu. Quelqu'un avait dit de lui, ça s'applique très bien à notre régime, il a dit de lui, il faut faire une épitaphe pour mettre sur son sépulture, où il faut écrire le bien qu'il a fait, il l'a fait mal, et le mal qu'il a fait, il l'a fait très bien. Exactement. Donc, voilà. C'est exactement ça. Donc eux, ils ont en réalité ce qui s'est passé en fait derrière, en fait, parce que nous, même si on ne racontait pas les choses pour protéger la révolution, il y a des choses qui se sont passées à la deuxième phase de la révolution. Oui. Donc ils ont mobilisé des centaines de leurs éléments sur le terrain, parce qu'à chaque fois qu'un clan gagne la bataille, ils ont des éléments sur le terrain pour éliminer d'une manière méthodique tous les militants sincères et autonomes. Donc, leurs méthodes sont simples. Hein. Donc, par exemple, un collectif. Un collectif, c'est simple. Donc, ils essayent d'éliminer tous les éléments faibles, parce qu'en manipulant, ils ont des méthodes de manipulation aussi. Donc, parce que, par exemple, il viendrait voir un militant, il va lui dire, celui-là, il a dit des choses sur toi. Et c'est-à-dire la zizanie. La zizanie, c'est une des méthodes du DRS, même parce qu'eux, ils savent créer la zizanie. Ah oui. Donc, il y a le deuxième moyen qu'ils ont utilisé en fait, pour casser en fait, les structures. Donc, ils essayent de créer un vide autour des militants les plus influents. Troisième méthode, donc ils essaient en fait d'isoler les collectifs, parce que quand ils arrivent au noyau, c'est dur de faire bouger en fait les noyaux, oui. Parce que le noyau il est solide, il y a des militants convaincus et déterminés, donc on ne pourra pas les fracasser un noyau. Éprouvé. Donc ils essaient par tous les moyens de diaboliser. La calomnie, la diffamation. Toutes les méthodes sont bonnes, hein, donc ça on l'a vécu. On l'a vécu sur le terrain, on a survécu à ça, tout simplement parce qu'il y avait une solidarité entre les militants. Mais c'est une phase qu'on a dépassée, parce qu'avec le temps, on a identifié les éléments qui appartiennent au régime, hein, donc qui travaillent, soi-disant, avec le Hirak, parce que certains, ils disent « Oui, mais pourquoi vous disiez qu'il y a des militants du DRS parmi nous ?» Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je ne crois pas qu'il y avait un mouvement, même dans le passé, où il n'y avait pas en fait, des éléments du DRS, des gens qui essaient de casser, la contre... C'est leur première technique, l'infiltration. C'est leur première technique. Qui organise d'une manière méthodique et qui travaille avec des boîtes, même scientifiquement, pour casser en fait, des mouvements. Oui. Donc ça, c'est une réalité. On doit l'admettre et on doit y travailler, on doit expliquer aux gens les méthodes utilisées par les éléments du DRS pour casser. On a vu sur Internet, ils essaient d'inonder Internet. Ils sont très présents. Hein, avec très le brouhaha, tout simplement parce que le fait de développer en fait, des discours de brouhaha, c'est-à-dire on tue les discours, les vrais militants qui essaient en fait, de parler, qui essaient en fait, d'organiser en fait, des tables rondes pour réfléchir sur l'Algérie de demain. Donc, voilà. Donc, eux, ils préfèrent en fait, le brouhaha, tout simplement parce que ça leur permet en fait, de faire de la diversion en même temps et de casser tout ce qui est la base, les vraies bases en fait, de réflexion, de travail en fait, de fond pour y aller vers quelque chose de solide et pour construire les bases de l'Algérie de demain, parce que c'est ça l'objectif en fait, des tables rondes. Donc eux, ils sont très très organisés pour casser la révolution. Nous, on s'est renforcé, on a travaillé sur nous, on a compris ce qu'ils veulent faire, donc nous diviser, nous essayer de casser en fait, les militants les plus influents, détruire les organisations, essayer d'organiser des réunions où ils poignardent tous les militants
qui ne sont pas d'accord avec eux, qui partent dans la direction parce que eux ils sont convaincus que la seule solution viendra du peuple et non pas en fait de feuilles de route fabriquées dans des centres comme le centre Antar et le centre de la DST à Paris et à New York. Donc, et ça fait partie du jeu, c'est comme ça que ça se passe. Justement, la subversion, c'est comme ça, hein, la subversion. Franchement, moi j'ai abordé ce sujet parce qu'on a besoin de parler de ça. Il faut parler de ça pour contrer en fait toutes les attaques de... Et je reviens à vous dans un petit moment. Hassan, moi aussi, d'abord un commentaire peut-être avant que je vous pose une question en particulier. Effectivement. J'aurais besoin d'un commentaire parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire là, Jamal, avec notre ami Tahar Sistrir et puis ce qu'avait dit notre ami Aïssa Rahmoun. Aïssa Rahmoun, moi j'ai apprécié parce que Aïssa Rahmoun, je résume, il a démontré par A plus B qu'il n'y a pas de justice en Algérie, que nous roulons à la baguette, à la décision de l'étoile et du galant. C'est celui-là qui décide, il n'y a pas de justice, malheureusement, après 58 ans d'indépendance, c'est un. Et puis, notre ami Tahar Sistrir parlait de la herbalisation, un terme quand même cher au Hirak. Je crois que nous avons herbalisé un petit peu les choses. On a vu... Herbaliser un peu, c'est comme hirakiser ou vendredi. Herbaliser, ça veut dire filtrer. Exact. C'est le verbe herbala et gharbilou. Ok. Je continue avec une petite observation et en attendant votre question. Oui. Moi, je conçois ce qui se produit en Algérie comme deux fonctions, Jamal. Oui. Il y a le régime, le pouvoir, le régime, tout ce qu'il a de chez lui, tout ce qu'il arme, l'environnement Tao, une fonction qui descend. Elle descend parce qu'elle perd ses moyens, elle perd ses finances, elle perd son contrôle, ses luttes, etc., des clans. Et nous avons la fonction peuple, Hirak, qui monte. Et puis à un moment donné, je ne sais pas si vous voyez mes mains, à un moment donné, la fonction qui descend et celle qui monte vont se rencontrer. C'est-à-dire le régime va mourir et le Hirak va remonter. Il va prendre les rênes du pays, le développement, la démocratie, etc. C'est ce point de rencontre. Que nous visons. Le pouvoir voulait l'éloigner, le peuple voulait l'approcher. Cette rencontre entre les deux fonctions, du régime qui descend et du peuple qui monte, parce que veuille ou veut pas, le pouvoir, le régime, tout son environnement sont en train de mourir, de pourrir, ils sont obsolètes, ils sont dépassés. Par contre, la jeunesse, le peuple, les idées du Hirak, le Hirak en lui-même, les exigences sont extraordinaires, sont saines, sont sacrées, je dirais même. Donc, elles montent. Et alors, Hassan Moussi, oui. La question que je voulais vous poser. Comme l'a dit tout à l'heure Zaki, nous, à la limite, leurs luttes intestines, on s'en fiche un peu. On s'en fiche. Le problème est que... enfin, ça nous intéresse un peu quand même dans la mesure où c'est un signal de leur délitement, de leur déchéance, de leur décomposition. Sinon, il y a un problème dans ce qui est en train de se passer au sein du régime. Parce que même quel qu'il soit, ce régime prédateur, je crois qu'un régime qui arrive à une telle cassure, à une telle pagaille, à une telle anarchie en son sein, à une telle divergence des vues, au plus haut sommet des chefs militaires. Ça veut dire que ça pourrait virer au pire. Parce que vous savez très bien que des régimes de ce type, quand ils arrivent à une situation catastrophique comme ça, ils trouvent toujours un bouc émissaire qui peut être un voisin à qui on déclare la guerre, qui peut être l'ennemi intérieur, ça veut dire le Hirak en lui-même, qu'on peut accuser d'être la main de l'étranger financé par des services qui cherchent à détruire l'Algérie, etc. Ça veut dire, ma question est, est-ce que ce qui est en train de se passer au sein du régime ne peut pas dégénérer demain au point où il se retournerait contre l'Algérie, contre la société algérienne? Oui, j'ai compris votre question, Jamal. Je voudrais juste ajouter un élément et vous répondre ensuite. J'ai lu et entendu qu'il y a, en dehors de votre question, qu'il y a 500 prisonniers d'opinion et journalistes dans le monde.
je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est là encore, notre ami Aïssa Rahmoun, pour Ah, le je dire. crois, je ne Ah, suis, il est parti. comme ça, à la louche, Je- hein, je vous dirais que ce n'est pas ok. possible. Oui, je dirais, si, Qu'en Chine, ils sont des milliers. Rien qu'en oui, Chine, oui, ils non, sont des c'est ce que je milliers. voulais dire, Jamal. Oui. Je ne sais pas, pourquoi je parlais de notre ami Aïssa Rahmoun, je voulais savoir si nos 90, 100 prisonniers, journalistes et d'opinion sont inclus dans ces 500 ou pas, je ne sais pas. Mais s'ils sont inclus, nous représentons 18% de prisonniers, journalistes et d'opinion dans nos prisons. 18%, c'est un taux gravissime, c'est un taux énormissime, je dirais. Je crois que jusque-là, c'est le Mexique c'est le Mexique qui a battu le pavé avec 9%. Mais si notre chiffre de 90 détenus est inclus dans ces 500-là, ça veut dire que nous représentons 15% du chiffre international. Ceci est une parenthèse. Par rapport à ce que vous dites, j'ai compris votre question. C'est tout à fait normal que ce régime-là va nous mener vers la ruine. D'autant plus que nous n'avons plus de moyens financiers et matériels pour tenir 2 années. Ce n'est pas possible. Nous sommes à 40 milliards de dollars de réserve de change, pas plus. Tout spécialiste algérien ne vous dira pas que nous avons plus de 42 milliards. Nous n'avons que cette cagnotte. Nous avons tout consommé. Il resterait peut-être la planche à billets, à fabriquer des billets comme Ouéha le faisait. Sur le plan matériel, nous n'avons absolument rien. Le régime est en train de naviguer comme ça au pifomètre parce qu'il n'a pas de vision, il n'a pas de moyens, il n'a pas de stratégie. Il s'occupe beaucoup plus de ses oignons, lutte de clans, pérennité, sauver ses intérêts. C'est logique si nous laissons ces gens-là encore nous gérer, nous gouverner, nous diriger entre guillemets, parce qu'ils ne gouvernent pas, ils ne dirigent pas, ils ne gèrent pas. Si nous les laissons encore une fois quelque temps là où ils sont, ils vont mener le pays vers la catastrophe, vers la dérive totale, vers le chaos. Et ils vont eux-mêmes aller vers le chaos. Le peuple, le pays, eux-mêmes, ils vont effacer l'Algérie de la carte du monde. Mais cela sans faire avec le Hirak. Parce que le peuple est conscient, Jamal, le peuple est conscient qu'en laissant ces gens-là là où ils sont, ils vont nous mener vers cette catastrophe-là. Donc moi je pense que le peuple est suffisamment mûr, il est suffisamment armé. Moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui vous disent que le Hirak est mort, c'est faux. Le Hirak, tout simplement, nous par exemple ici au Canada, nous avions été toujours 300, 400, 500, 1000, 1200, jusqu'à 2000 personnes chaque fois à la Place Canada avant la pandémie. Je dis bien avant la pandémie. Mais arrivé la pandémie, nous sommes tenus de respecter les lois du Canada. On nous dit de ne pas vous réunir à plus de 20, 30 personnes, le risque, le ceci, le cela. Et on n'a jamais déserté la Place Canada pour vous dire combien nous soutenons cette révolution pacifique. Nous ne l'avons jamais déserté, cette Place Canada, ne serait-ce que par une présence de 10, 15, 20 personnes symboliquement pour dire la révolution continue. Nous sommes là à donner, pas à guider le Hirak en Algérie, non, mais à donner notre opinion, à participer au débat, à aider à trouver la solution pour sortir de ce marasme que le pouvoir, que ce maudit pouvoir nous a créé. Et puis, le deuxième exemple qui peut justifier un petit peu cet attachement à la révolution, comme quoi nous sommes concernés, souciants de ce qui se passe chez nos frères et sœurs en Algérie, c'est qu'ici au Canada, je donne le Canada comme exemple, parce que c'est du vécu, je l'ai vu, nous sommes à notre troisième donation en termes d'équipement, de respirateurs pour notre peuple. Nous avons servi quelques hôpitaux algériens et nous avons des preuves. 3 fois, nous avons aidé, nous avons envoyé des lots d'équipements, des respirateurs à nos Algériens. Pour vous dire combien nous soutenons cette révolution, nous n'allons pas l'abandonner. Et combien le peuple algérien, nos sœurs et frères en Algérie, sont conscients de cela. Ils sont et restez avec nous, Hassan, excusez-moi de vous interrompre. Alors, Aïssa Rahmoun, alors que deviennent nos magistrats qui aspiraient à une justice meilleure, qui militaient, qui ont réussi à s'organiser un tant soit peu? Aïssa Rahmoun? Ah, nous l'avons perdu. Nous allons essayer de le rejoindre de nouveau.
Et nous allons encore regarder un autre spot sur des portraits des détenus. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous de nouveau. Oui, si Jamal. Alors, donc, au sujet de ces magistrats qui ont essayé de changer un peu le monde, leur monde, celui de la justice, une justice particulièrement corrompue, une justice aux ordres, une justice scélérate, qui ne se cache pas, puisque la quasi-totalité des magistrats qui s'adonnent ouvertement à la corruption ne cachent même pas leurs moyens de... je veux dire, l'étalage de leurs richesses, de leurs possessions, de leur morgue, de leur arrogance aussi. Ils ne s'en cachent pas, ils sont très connus dans toutes les villes d'Algérie. Certains même ont des courtiers pour leur rabattre la clientèle, vous le savez très bien en tant qu'avocat. Mais ce n'est pas le cas de tous les magistrats. Il y a beaucoup de magistrats très intègres, très droits, qui rêvent d'une justice digne de ce nom, et qui ont donc essayé de s'organiser, mais où en sont-ils en ce moment, Aïssa Rahmoun? Avant ça, c'est Jamal, si vous me permettez quand même une petite observation ou un petit commentaire. Je vous en prie, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai très bien entendu Zakir Nash. Écoutez, c'est une doléance, on peut faire des doléances à votre chaîne respectable, à Wara TV. C'est d'essayer au moins d'inviter tous ces militants inconnus qui sont dans l'anonymat réellement, oui, et qui travaillent, qui œuvrent pour la construction d'un état de droit. Ces gens qui ne sont pas, comme on dit, dans le sillage des femmes et des hommes culturés, mais qui font un travail extraordinaire. Vous savez, ça rappelle le petit Omar du livre de Mohamed Dib. oui, Oui. oui. De Mohamed Dib qui... La grande maison. La grande maison, et en fin de compte, oui, l'Algérie, c'est une grande maison. Lui qui disait les vérités à l'occasion d'un exercice donné par une administration, une école de l'administration française, de l'école coloniale, qui disait les vérités en fin de compte que ma sœur, elle est en train de chercher un peu d'eau pour ne pas avoir soif à la maison, que ma maman est en train de chercher l'époux dans la tête, les cheveux de ma sœur, que mon père est en train effectivement de chercher quelques débris de fruits et légumes du marché à côté, et que moi je suis en train d'écrire ce qui est faux. Donc c'est cette jeunesse qui est désemparée, qui n'est pas trop médiatisée, parce qu'on a tendance à croire que nous, les avocats, les analystes, les militants, les activistes, sont réellement les phares de la société. Oui, d'accord, mais au fond, c'est l'intelligence populaire, comme tous ces activistes qui essayent par leur méthode, avec leurs moyens, de dire les vérités. C'est une doléance que je fais particulièrement à Sid Jamal, bienveillant, au langage de vérité et à la recherche de cette dernière,
mais aussi à l'administration de votre chaîne. Je me permets, Si Jamal, Je vous en prie. quand il s'agit, pour la question, à la kulli hal, ces jeunes magistrats, effectivement, on en connaît un bout. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand l'administration de votre chaîne m'avait contacté pour assurer une émission chez vous, Si Jamal, j'étais du côté de Tigzirt, une ville côtière de Tizi Ouzou, très belle ville d'ailleurs. Et j'ai rencontré, pas des magistrats de Tigzirt, mais des gens qui sont venus d'ailleurs pour rencontrer leurs confrères et qui étaient dans le club des magistrats. Effectivement, on a eu l'occasion de prendre comme ça un petit café. Je ne vais pas citer de nom, bien sûr, au risque de le dénoncer, mais la flamme est là, la révolution est là. À la belle, le volcan est installé. Le volcan est installé, le régime oublie une chose, que ce n'est pas une lutte de génération, ce n'est pas un conflit de génération réellement, c'est une lutte de génération. Parce que réellement, les énarques qui étaient absolument faits pour servir, desservir le régime en fin de compte, cette nouvelle génération de magistrats qui sont, comme je le disais, comme le petit Omar, comme Zaki Hannash, des enfants de cordonniers, de maçons, de fonctionnaires, de petits enseignants. C'est des gens qui ont vécu avec le peuple. Le régime n'arrive pas à comprendre que le cumul de générations en termes sociologiques et en termes militants a fait de nous des enragés. Dans le corps de la magistrature, chez les avocats, chez les huissiers, chez les notaires, chez les médecins, et puis ce volcan qui se cache quelque part. À la belle que les enjeux d'appareil, les enjeux de pouvoir arrivent à rendre fou, à rendre aveugle réellement les tenants du pouvoir, à tel point qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans la cité. Cette révolution qui est dans l'appareil, pas dans l'appareil, je m'en excuse, parce que je ne crois pas à ce mot, même si les juges, les anciens, croient que la justice est un appareil, la justice est un pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes avocats, les jeunes magistrats arrivent à discerner les concepts philosophiques, éthiques, politiques, juridiques de ce que doit être un pouvoir judiciaire et ses partenaires exclusifs, qui sont la défense et tous les partenaires de justice. Les auxiliaires de justice. Les partenaires, pas les partenaires, auxiliaires. d'accord. Les partenaires, pas les auxiliaires. On n'est pas des auxiliaires de justice, on est des partenaires de justice. Et à l'occasion il y a une espèce d'atmosphère, d'ambiance et d'osmose qui se crée parce que c'est comme la France coloniale, qui considérait que les démocrates, que les socialistes, que les communistes, que les oulémas, que les ludmas, que les syndicalistes, que les mozabites, que les kabyles, que les chaouis étaient tous des minorités. En fin de compte, on se pose la question, où est la majorité? C'est toutes ces minorités qui forment la majorité. Je pense, et profondément, je le pense, et j'ai confiance en cette nouvelle génération. Bien sûr, ça va tarder à venir. Tarder, ce n'est pas une question de décennie, mais une question de courage réellement. Là, je les invite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mes amis, il faut avoir du courage réellement. Et le courage, c'est de dire ce qu'on vit de tous les jours, ce qu'on pense de tous les jours, c'est de refuser les décisions qui viennent par téléphone, c'est de refuser catégoriquement les injonctions d'un commandant de gendarmerie, d'un officier de police, d'un commissaire de police, d'un agent, d'un DRS, تاع الموتار كما يقولوا عندنا الموتار ولا الحنوشه يجيبوا لك رابور على ود فاميليا ولا انكارسيري pour quand il s'agit d'un abus d'autorité. Je me permets de vous interrompre, Aïssa Rahmoun, nous arrivons à la fin de l'émission. Un dernier tour de micro pour nos trois invités, 1 minute chacun. Je suis désolé,
On est en train de me harceler à l'oreillette pour me dire que nous avons passé les lignes. Tahar Sistrir. Donc moi, de toute façon, nous, on a compris que nous allons gagner. Moi, je suis convaincu, j'ai en fait une foi innombrable que nous allons gagner la bataille contre les prédateurs. Tout simplement parce que les militants, on les a vus sur le terrain, il y a un retour en force cette semaine sur la place de la République. Si je compare à la semaine d'avant, parce que après avoir libéré les prédateurs, les gens ils ont compris que le système se réorganise. Oui. Le peuple aussi, il a réagi. On avait 3 fois plus que la semaine d'avant. Oui. Donc nous allons nous battre. Et le Hirak, il est dans la tête, c'est un état d'esprit qui a des plus en fait, un état d'esprit qui augmente de plus en plus. Et nous, on est convaincus qu'on va gagner cette bataille. Et c'est une question de temps, on ne doit pas lâcher. Et voilà, après, nous allons organiser, c'est juste un petit truc, Si Jamal, parce que nous allons organiser un rassemblement devant le consulat de Créteil le 9 janvier à 14h. Donc devant le consulat de Créteil, parce qu'il y avait une étudiante qui a été agressée, qui a été battue, tabassée à l'intérieur. Et on nous dit qu'ils sont en train de tout faire pour lui constituer des avocats. C'est ça, il y a des associations qui l'ont accompagné, mais nous, notre collectif, le collectif libéral, un sit-in devant le consulat de Créteil, voilà, le 9. À quelle heure? À 14h. À partir de 13h, donc, parce qu'il y a le couvre-feu à 20h, donc on a choisi en fait de faire quelle journée, de 13h jusqu'à 18h, c'est un samedi. Un samedi, très très bien. Alors, Hassan Moussi, le mot de la fin, enfin le dernier tour de micro. Eh ben, le mot de la fin, c'est que moi, j'ai 2 messages. L'un en direction de ces gens-là qui détiennent les leviers et, si vous voulez, et les manettes de direction et d'orientation de ce pays, pour leur dire que de se remettre à leur sagesse, de se remettre à leur sagesse. Leur temps est fini, ils sont obsolètes, ils sont dépassés, ils n'ont plus la possibilité d'orienter, de diriger, de gouverner, de planifier ce pays-là. Ils ont intérêt donc à réfléchir dès maintenant à comment sortir par la meilleure issue et céder la chose au peuple algérien, à la jeunesse algérienne. Et mon deuxième message, c'est en direction du Hirak pour dire, j'en fais partie, pour dire que nous sommes sur la très bonne voie. Si nous sommes aujourd'hui à l'arrêt, c'est parce qu'il y a cette pandémie qui nous bloque, que nous devons continuer notre évolution parce que c'est celle-là qui va sauver l'Algérie, c'est celle-là l'alternative. Et nous sommes, c'est une idée, comme vient de le dire notre ami Tahar Sistrir, c'est une fikra qui ne va plus mourir, elle est rentrée dans la tête des Algériens. Comme vous avez dit tout à fait au début, Jamal, dans le temps, on ne parlait pas de corruption. Maintenant, c'est devenu une norme en quelque sorte. Abstraction de cela, le Hirak, c'est une idée, c'est une fikra qui est rentrée dans la tête de tous les Algériens. Même ceux qui ne sortent pas faire les marches avec les hirakistes sont convaincus que ce que prévoit, ce qu'exige le Hirak est saint et sacré. Donc, allons-y, continuons et nous gagnerons. Merci. Alors, pour le coup, Maître Aïssa Rahmoun, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, ce n'est jamais le dernier, mais déjà, nous avons déjà gagné. Nous avons gagné sur le plan psychologique, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérien a su redécouvrir son histoire, son présent, et veut se projeter dans l'avenir. L'Algérien, aujourd'hui, ne veut plus être sous la coupe d'un système autoritaire dépendant des forces externes, des forces coloniales, il faut le dire, coloniales par l'aspect économique et politique, géostratégique à la fois. Un mot de la fin, je l'adresse particulièrement aux magistrats. Ils doivent respecter leur serment. Quand tu lèves ton bras droit et tu jures devant le mushaf qui m'écoule, ou devant un magistrat pour respecter les lois de la République, l'équité, l'équitabilité et les procès équitables, d'être soi-même. La première trahison faite au peuple algérien, c'est de ne plus respecter le serment
de la justice, le serment de la vie correcte, le serment d'un homme honnête et qui tranche équitablement entre les institutions de la République, mais les citoyens en général. Donc, ils doivent être eux-mêmes. Nous avons déjà gagné une bataille. La deuxième bataille, c'est celle de la concrétisation réellement de l'État de droit. Et un message à la société civile et la société politique d'opposition particulièrement. Ce n'est plus le temps, comme disait Schopenhauer, de vivre comme des hérissons qui, en période d'hibernation, se mettent au farois. Ils se piquent entre eux. Dès que le farois les rattrape, ils se séparent. Et ainsi dure la vie hivernale. Vive le peuple algérien et vive la révolution. Nous allons gagner. Merci Issa Rahmoun pour ce bel optimisme. Merci Zaki Hennesh, merci Hassan Moussi, merci Tahar Sisrir. Je rappelle, mes chers amis, avant de vous dire merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission, je vous rappelle que Zaki Hennesh avait dit tout à l'heure, le jeune Zaki Hennesh, l'un des hirakistes les plus emblématiques de la place publique, et comme l'a dit Issa Rahmoun, que nous devrions recevoir plus souvent et que nous devrions soutenir encore plus fort. Zaki Hennesh a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la jeunesse qui connaît l'avenir. C'est pas l'âge mûr. L'âge mûr, il connaît le passé. Mais la jeunesse connaît demain. Il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit le Hirak, ce n'est pas seulement les marches. Pourquoi vous dites que le Hirak n'existe plus parce qu'il ne marche plus? Non. Le Hirak, c'est aussi un état d'esprit. Le Hirak, c'est une attitude. Le Hirak, c'est un soutien, ne serait-ce que moral. Parce que vous savez, le soutien moral, il est en soi une formidable énergie. Lorsque nous soutenons tous nos amis, nos frères qui sont à l'avant-garde de nos rêves, nous leur prodiguons une énergie encore plus forte que tous les canons et tous les chars du monde, croyez-moi. Mais le Hirak, c'est aussi une femme qui sort dans son balcon وتضرب فيها تولويلة صغيرتها كيما نقولوا احنا في الشرق. C'est un jeune qui accroche un drapeau ou un slogan hirakiste ou qui fait un MMS comme Kshida ou qui fait une caricature ou qui compose une chanson ou qui la chante tout simplement ou qui la met à fond pour la faire entendre à ceux dont le cœur commence à se refroidir un peu. Donc, le Hirak, c'est tout ça, mes chers amis. Bqaw ala khair. Bislama.